La fin d'un contrat de travail, c'est un moment vraiment décisif, un carrefour dans une carrière. Et face à ce carrefour, il y a plusieurs chemins. Un choix, une contrainte ou un accord. Chacune de ces voies, on va le voir, a ses propres règles et bien sûr ses propres conséquences. Alors la grande question, c'est celle-ci. Concrètement, comment un contrat de travail se termine-t-il? C'est le point de départ qui va nous guider pour explorer ces différentes directions. Ces directions, il y en a trois principales. La première, c'est un choix qui vient du salarié, la démission. La deuxième, c'est une contrainte, une décision de l'employeur, le licenciement. Et la troisième, c'est un terrain d'entente, un accord négocié entre les deux, la rupture conventionnelle. Commençons par la voie la plus complexe, celle qui est à l'initiative de l'employeur. Il faut bien comprendre que le licenciement, ce n'est pas un acte anodin. C'est un pouvoir qui est très encadré par la loi, justement pour protéger le salarié. La notion clé, la pierre angulaire de tout licenciement, c'est la fameuse cause réelle et sérieuse. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que l'employeur ne peut pas rompre le contrat sur un coup de tête, non. La raison doit être objective, précise, vérifiable et bien sûr d'une gravité suffisante pour justifier la rupture. En fait, le licenciement se divise en deux grandes familles. D'un côté, on a le motif personnel qui est directement lié au salarié, que ce soit son comportement ou ses compétences. De l'autre, il y a le motif économique qui n'a rien à voir avec la personne, mais tout à voir avec les difficultés de l'entreprise. Pour cette analyse, on va surtout se concentrer sur le premier cas. Penchons-nous sur le licenciement pour motif personnel et plus particulièrement le licenciement disciplinaire. C'est un point crucial car la nature de la faute va avoir des conséquences directes et très importantes sur les conditions de départ du salarié. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle la faute simple. Il s'agit d'erreurs, de négligences qui, à force de se répéter malgré les avertissements, rendent la collaboration difficile. Dans ce cas, le contrat n'est pas rompu du jour au lendemain, le salarié effectue son préavis. Ensuite, on monte d'un cran, avec la faute grave. Là, l'acte commis est tellement sérieux que la présence du salarié dans l'entreprise devient impossible même le temps d'un préavis. Le départ est donc immédiat. Et tout en haut de l'échelle, on trouve la faute lourde. Ce qui la différencie de tout le reste, c'est l'intention de nuire. Ce n'est plus juste une erreur ou un manquement, c'est un acte délibérément malveillant envers l'employeur ou l'entreprise. Ce tableau, il est parfait pour visualiser l'impact de chaque faute. Pour une faute simple, le salarié conserve tous ses droits, préavis, indemnité de licenciement, congé payé. Pour une faute grave, attention, il perd le préavis et l'indemnité de licenciement. Et pour la faute lourde, c'est la sanction maximale, il perd tout, y compris l'indemnité pour ses congés payés. On voit bien que les conséquences financières sont énormes. C'est très important de noter qu'un licenciement pour motif personnel n'est pas toujours synonyme de faute. Ça peut être une insuffisance professionnelle, par exemple. Imaginez un commercial qui, malgré tous ses efforts, n'atteint jamais ses objectifs. Dans ce cas, sa bonne foi n'est absolument pas remise en cause. Peu importe la raison, la loi impose une procédure très stricte pour protéger le salarié. D'abord une convocation, puis un entretien pour permettre au salarié de s'expliquer et de se défendre. C'est ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Et enfin, une notification par lettre recommandée qui doit bien motiver la décision. Chaque étape compte. Bon, face à cette voie du licenciement qui est très encadrée, il existe deux autres chemins. Des chemins qui reposent, eux, sur la volonté du salarié ou sur une négociation. Ici, on voit bien l'opposition de philosophie. Le licenciement, c'est un pouvoir de l'employeur qui est limité par la loi. La démission, à l'inverse, c'est l'expression de la liberté du salarié. Il peut décider de partir quand il veut, sans avoir à donner de raison. La seule condition, c'est que sa volonté soit claire et sans aucune ambiguïté. Il y a un cas un peu particulier à connaître, c'est l'abandon de poste. Un salarié qui ne se présente plus sans justification. L'employeur doit lui envoyer une mise en demeure de reprendre le travail. S'il n'y a pas de retour après un certain délai, le salarié est maintenant présumé démissionnaire. C'est une présomption, ce qui veut dire qu'elle peut être contestée devant le Conseil de prud'homme. Et nous voilà à la troisième voie, qui est une sorte d'alternative à la confrontation, la rupture conventionnelle. Ce n'est ni une démission, ni un licenciement. C'est une séparation à l'amiable, un accord mutuel qui doit être librement consenti. C'est une voie qui offre une sacrée flexibilité. Attention, ce n'est pas juste une poignée de main. Le processus est lui aussi très encadré, pour s'assurer que le consentement est bien réel. Il y a un ou plusieurs entretiens, la signature d'une convention, un délai de rétractation de 15 jours, et enfin, l'accord doit être validé par l'administration du travail, la DRETS. Alors maintenant, pour vraiment saisir les enjeux, mettons ces trois chemins côte à côte. Ce tableau comparatif, c'est vraiment la synthèse de tout. L'initiative salarié pour la démission, employeur pour le licenciement et partagé pour la rupture conventionnelle. Le motif, obligatoire seulement pour le licenciement. Les indemnités, la rupture conventionnelle en garantit une, la démission aucune. Et enfin, le point qui est souvent le nerf de la guerre, les droits au chômage. En général, on ne les a pas après une démission, alors qu'on les a pour les deux autres voies. Mais au fond, pourquoi toutes ces règles?
surtout pour le licenciement. Derrière cette complexité apparente, il y a une idée, un principe fondamental du droit du travail. Il faut partir d'un constat simple. La relation de travail est par nature déséquilibrée. Le salarié est dans ce qu'on appelle un lien de subordination juridique avec l'employeur. Le droit du travail intervient donc comme un contrepoids pour protéger la partie considérée comme la plus faible et pour s'assurer que la rupture du contrat se fasse de manière juste. On a donc ces 3 chemins qui montrent comment le droit essaie d'organiser la fin du contrat. Mais ça nous laisse avec une question essentielle pour finir. Dans la réalité, sur le terrain, est-ce que cet équilibre parfait entre la protection du salarié et le pouvoir de l'employeur est toujours atteint ? La question reste ouverte.